Dans cette vidéo, nous allons parler de comparaison entre séries et intégrales. Le cadre sera le suivant, nous allons prendre une fonction f, et l'objectif sera donc de comparer une série qui va être la série somme pour k allant de 0 à n des f de k, et une intégrale, l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Pour que ceci soit possible, nous allons faire quelques suppositions sur la fonction f. Déjà, nous allons nous limiter à une fonction de R+ dans R+, pour que la série étudiée soit bien une série à terme réel positif. Et puis, nous allons voir qu'il va aussi falloir prendre f monotone. Avec ces hypothèses, nous allons en effet pouvoir comparer la série et l'intégrale. En général, nous allons plutôt utiliser des résultats que nous connaissons sur l'intégrale, car nous savons faire plus de manipulations et de choses avec des intégrales, pour en déduire des résultats sur la série, plutôt que l'inverse. Nous pouvons rappeler le point suivant. Lorsqu'une série converge, nécessairement, la suite qui lui est liée tend vers 0. Donc ici, si la série somme des f de k converge, eh bien cela implique que la suite des f de k tend vers 0, lorsque k tend vers plus infini. Donc dans le cadre que nous avons ici, nous pouvons tout à fait, même si f ne tend pas vers 0 en plus infini, nous pouvons tout à fait comparer la série et l'intégrale et obtenir des résultats intéressants, et nous le ferons dans certains exercices sur les séries. Mais si nous voulons avoir un espoir que notre série converge, il va absolument falloir que f tend vers 0. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons rajouter encore deux hypothèses sur f, puisqu'elle est monotone définie de R+ dans R+, pour qu'elle tende vers 0, nous allons la prendre décroissante et supposer donc que f tend vers 0 en plus infini. Donc maintenant que le cadre est posé, nous allons passer à la comparaison à proprement parler. Tout d'abord, nous allons faire une petite explication graphique, et vous allez voir que les choses ressemblent beaucoup à la méthode des rectangles. Donc j'ai tracé ici le graphe d'une fonction f de R+ sur R+, qui est bien décroissante et qui tend vers 0 en plus infini. Je vais subdiviser, alors là je ne l'ai tracé que entre 0 et 8, je vais subdiviser le segment 0,8 en intervalles de longueur 1. Donc je trace ici les droites verticales en 0, 1, 2, 3, etc. Et comme pour la méthode des rectangles, je vais construire des rectangles qui vont se trouver en dessous ou au-dessus de la courbe. Donc dans un premier temps, pour tous les intervalles entre 0 et 7, je peux matérialiser la borne de droite du segment, de la subdivision. Et je vais pouvoir tracer maintenant sur chaque segment la fonction constante dont la valeur est égale à f pris en la borne de droite. Donc ici, entre 0 et 7, j'obtiens cette fonction en escalier qui est nécessairement décroissante puisque f est décroissante. Et nous allons le revoir par des calculs rigoureusement, mais cette fonction verte se trouve sous la courbe de f puisque f est décroissante. Nous pouvons donc comparer les aires sous la courbe bleue entre 0 et 7 et l'aire sous la courbe verte entre 0 et 7. L'aire sous la courbe bleue entre 0 et 7, c'est l'intégrale de f de 0 à 7. Et l'aire sous les rectangles verts, vous voyez que le premier rectangle a pour hauteur f de 1 et pour base 1, donc sa surface c'est f de 1. Puis le deuxième rectangle a pour hauteur f de 2 et toujours pour base 1, donc son aire c'est f de 2. Et quand je fais la somme de 0 à 7, eh bien j'obtiens f de 1 plus f de 2 plus f de 3 jusqu'à f de 7. Donc j'ai bien pu comparer la somme des f de k de 1 à 7 à l'intégrale de f entre 0 et 7. Je peux aussi regarder tous les segments de 1 à 8 et matérialiser leurs bornes de gauche. Alors ce sont les mêmes valeurs que tout à l'heure, mais maintenant je vais prendre les segments qui se trouvent à droite de ces valeurs-là. C'est-à-dire que je peux tracer les mêmes rectangles, mais qui vont être décalés de 1 vers la droite. Donc je prends maintenant une fonction en escalier qui va être définie de 1 à 8, et sur un segment, nous définissons la fonction constante égale à f de la borne de gauche du segment. Vous voyez que cette fonction rouge est une fonction en escalier qui cette fois-ci va se trouver au-dessus de la courbe de f, toujours parce que f est décroissante. Nous allons là encore le vérifier rigoureusement plus tard. Quelle est l'aire sous la courbe rouge? C'est la même que celle sous la courbe verte, puisque nous avons les mêmes rectangles décalés de 1 vers la droite. Donc c'est toujours f de 1 plus f de 2 jusqu'à f de 7. Mais cette fois-ci, on voit bien graphiquement que cette même somme est supérieure ou égale à l'intégrale de f de 1 à 8. Donc j'ai pu comparer la somme des f de k de 1 à 8 à l'intégrale de f, la somme des f de k de 1 à 7 à l'intégrale de f de 1 à 8.
On peut également rajouter, si l'on veut, le petit rectangle qui se trouve entre 0 et 1, là encore en prenant la valeur de la borne de gauche du segment, ce qui permet d'encadrer, de comparer l'intégrale de f de 0 à 8 avec la somme des f de k de 0 à 7. Donc voici pour l'explication graphique, et nous allons maintenant passer à la partie un peu plus rigoureuse et calculatoire. Donc pour continuer, je reproduis ici le graphe que nous venons de regarder, et nous allons passer donc à la partie encadrement. Donc là, sur le graphe, je vais de 0 à 8, mais de manière générale, nous allons prendre f de R+, sur R+, et si nous prenons un entier petit k donc dans n, nous allons regarder ce que nous pouvons faire comme encadrement pour la fonction f sur l'intervalle, sur le segment k plus 1. Donc, pour tout t entre k et k plus 1, puisque f est décroissante, eh bien f de t est inférieur ou égal à f de k, mais est supérieur ou égal à f de k plus 1. Nous allons donc pouvoir intégrer cette relation sur le segment k plus 1. Donc l'intégrale de k à k plus 1 de f de k plus 1 dt est inférieure ou égale à l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt, qui elle-même est inférieure ou égale à l'intégrale de k à k plus 1 de f de k dt. Mais la borne de gauche et la borne de droite, ce sont des intégrales de constantes sur un segment de longueur 1. Donc finalement, l'intégrale de gauche, c'est tout simplement f de k plus 1. Par contre, le terme du milieu, ça n'est pas l'intégrale d'une fonction constante, c'est l'intégrale de f de t dt, et l'intégrale de droite, c'est f de k. Donc ceci, c'est le premier encadrement important qui va nous fournir le point de départ pour toute la suite. C'est d'ailleurs ce qui correspond par exemple sur le dessin de gauche, si je me place entre 2 et 3, eh bien ici, j'ai encadré la fonction f par f de 3 comme minorant et f de 2 ici comme majorant. Nous allons maintenant sommer cet encadrement pour k allant de 0 à n-1. Donc nous obtenons que la somme pour k allant de 0 à n-1 df de k plus 1 est inférieure ou égale à la somme pour k allant de 0 à n-1 des intégrales de k à k plus 1 de f, qui elle-même est inférieure à la somme pour k allant de 0 à n-1 df de k. Dans la partie de gauche, nous allons faire un décalage d'indices. Nous obtenons que la somme pour k allant de 1 à n des f de k est inférieure ou égale à l'intégrale qui se trouve au milieu. Grâce à la relation de Schall, nous voyons que c'est l'intégrale de f de 0 à n. Et pour la partie de droite, eh bien, nous n'allons rien faire, nous la gardons telle quelle. C'est la somme pour k allant de 0 à n-1 df de k. Et donc ceci, c'est le premier encadrement important. Nous avons bien encadré l'intégrale de f entre 0 et n par deux séries qui ne sont pas tout à fait la somme des f de k, mais presque. Le membre de droite ne commence pas à 0 mais commence à 1, et le membre de gauche, c'est bien la série c'est bien la somme des f de k mais qui va s'arrêter à n-1. Donc nous allons donner un nom à cet encadrement et nous allons voir ce que nous pouvons en faire. Donc cet encadrement, nous venons de le dire, c'est un encadrement de l'intégrale par deux séries. Il est parfois agréable aussi et pratique d'avoir un encadrement de la série par deux intégrales. Donc si nous prenons ici l'inégalité numéro 1 et l'inégalité numéro 2, nous allons pouvoir en tirer un encadrement de la somme pour k allant de 0 à n df de k. Ici, tout simplement avec l'encadrement numéro 2, je vais pouvoir obtenir une minoration de cette somme. Il suffit, au lieu de s'arrêter à n-1, d'aller jusqu'à n. Donc par un petit décalage d'indice, enfin pas un décalage d'indice, mais la formule numéro 2 qui se trouve dans la page de gauche est valable pour tous les n dans grand N. Donc si je l'applique en n plus 1, j'obtiens que la somme pour k allant de 0 à n de f de k est supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à n plus 1 de f. Et pour obtenir l'inégalité de droite, je vais partir de l'inégalité numéro 1, page de gauche. Il faut tout simplement que je rajoute f de 0 à l'inégalité numéro 1 qui se trouve là. Donc je vais obtenir l'intégrale de 0 à n de f
plus f de 0. Et donc ça, c'est le deuxième encadrement intéressant. J'encadre cette fois-ci la série par 2 intégrales au lieu d'encadrer l'intégrale par 2 séries. Mais évidemment, ça fonctionne sur le même principe. Donc c'est le deuxième encadrement. Maintenant, nous allons pouvoir conclure et utiliser ces 2 encadrements. Avant de conclure, donc une petite remarque. Puisque f est positive, eh bien nous pouvons en déduire que la suite des intégrales de 0 à n de f, donc la suite qui dépend de petit n, est une suite croissante. Puisque l'intégrale de 0 à n plus 1 de f moins l'intégrale de 0 à n de f, par la relation de Schall toujours, c'est l'intégrale de n à n plus 1 de f. La borne du bas est plus petite que la borne du haut, et f est positive, donc ceci est positif. Donc notre suite est bien croissante. Et comme nous l'avons déjà vu aussi avec des séries, pour la même raison, puisque f est positive, la somme pour k allant de 0 à n de f de k est elle aussi une suite croissante. Donc, nous allons donner un premier résultat. Premier résultat, si la suite des intégrales de 0 à n de f converge, puisqu'elle est croissante et positive, c'est une suite majorée. Mais alors, avec l'inégalité numéro 1, qui se trouve ici à gauche, je peux en déduire que la suite, donc avec cette inégalité numéro 1, je peux en déduire que la suite somme pour k allant de 0 à n de f de k est aussi majorée. Comme c'est une suite croissante, elle converge. Donc nous venons de montrer que si la suite des intégrales converge, alors la suite des séries converge. Ça marche également dans l'autre sens, c'est en fait une équivalence. Même raisonnement en inversant les rôles. Si la série somme des f de k converge, eh bien cette suite est majorée, puisque c'est une suite croissante et convergente. Et cette fois-ci, avec l'inégalité numéro 2, que l'on voit encore page de gauche, eh bien la suite des intégrales de 0 à n de f est également majorée. Et comme elle aussi c'est une suite croissante, elle converge. Donc finalement, nous avons montré le théorème suivant. La somme des f de k pour k allant de 0 à n est une suite convergente si et seulement si la suite des intégrales de 0 à n de f est convergente. Donc ces deux suites ont la même nature. Par contre, attention, si les deux suites sont convergentes et que vous passez à la limite, vous n'allez pas nécessairement avoir égalité des deux limites. Si vous reprenez les encadrements précédents, vous voyez que il n'y a pas le théorème des gendarmes qui s'applique. Cette méthode de comparaison a de nombreuses applications. Un des exemples très classiques est de démontrer l'existence de la constante de l'air qui relie la suite des logarithmes de n et la série harmonique somme des 1 sur k pour k supérieur ou égal à 1. Nous traiterons cet exemple en cours, mais je vous propose ici de redémontrer le théorème sur les séries de Riemann, grâce à cette méthode. Nous avons déjà démontré ce théorème, mais nous l'avions démontré différemment. Donc ce théorème, je vous le rappelle, c'est de montrer que si alpha est un réel, la série somme pour k supérieur ou égal à 1, alors on va l'écrire sous forme de suite, donc la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k puissance alpha, quand n parcourt n étoiles, est une suite convergente si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Donc ça, c'est le théorème sur les séries de Riemann. Nous allons le démontrer grâce à la méthode que nous venons d'utiliser ici. Donc, pour un alpha fixé, nous allons introduire la fonction f de R+, alors de R+ étoile, dans R+ étoile, qui à x associe 1 sur x puissance alpha. Donc la seule différence par rapport à ce que nous venons de faire, c'est que f n'est pas défini en 0, et la série ne commencera pas pour k égale 0, mais à k égale 1. Donc on va appliquer exactement la même chose que tout à l'heure, mais au lieu de considérer des intégrales et des sommes de 0 à n, nous allons commencer à 1. Nous allons regarder des sommes et des intégrales de 1 à n.
Alors ici, ce que nous pouvons dire, c'est que si alpha est négatif ou nul, la fonction f est nécessairement supérieure ou égale à 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et même elle tend vers plus l'infini lorsque alpha est strictement négatif. Donc de manière assez simple, la somme pour k allant de 1 à n df de k est une suite qui est supérieure ou égale à n-1, et donc elle tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, en tout cas, elle diverge. Et il en est de même pour l'intégrale. Si vous regardez la suite des intégrales de 1 à n de f, eh bien c'est une suite qui est supérieure ou égale à la suite des n-1, et donc quand n tend vers plus l'infini, elle tend aussi vers plus l'infini. Donc nous avons divergence de ces deux suites. Le cas intéressant, c'est le cas où alpha est strictement positif, et là nous allons rentrer exactement dans le cadre d'étude de cette vidéo, puisqu'à ce moment-là, la fonction f est bien décroissante, et elle tend bien vers 0 en plus infini. Donc nous allons pouvoir utiliser les encadrements que nous venons de démontrer tout à l'heure. Donc ici, j'ai recopié tout simplement l'encadrement que nous avons obtenu tout à l'heure, mais alors attention, nous ne pouvons plus l'appliquer ici puisque notre fonction f n'est pas définie en 0, et comme je l'ai dit il y a quelques instants, il faut commencer nos suites et nos intégrales à 1 au lieu de les commencer à 0. Donc ici, il faut tout décaler d'un cran. Nous allons commencer les intégrales à 1, la somme commence à 1, et donc ici, pour avoir la partie de droite, il faut rajouter f de 1 pour avoir l'inégalité de droite. Donc, je vous laisse le soin de reprendre la démonstration précédente en sommant non pas de 0 à n-1, mais de 1 à n-1, et je vous laisse vous persuader que nous obtenons bien cet encadrement corrigé que j'obtiens là. Maintenant, nous allons pouvoir calculer précisément ces intégrales, puisque nous connaissons la valeur de f. Donc par exemple, l'intégrale de 1 à n de f, c'est l'intégrale de 1 à n des 1 sur t puissance alpha dt. Donc nous allons calculer cette intégrale, mais nous voyons que suivant la valeur de alpha, le calcul ne va pas toujours être le même. Donc le premier cas que nous allons regarder, c'est si alpha est égal à 1. Dans ce cas, l'intégrale de 1 à n de f est égale à l'intégrale de 1 à n de 1 sur t dt, ce qui nous donne log de n. Donc nous obtenons l'inégalité suivante. Log de n plus 1 est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k. Donc ici, j'ai gardé l'inégalité de gauche de l'encadrement qui se trouve page de gauche. Dans cette inégalité, le membre de gauche, c'est l'intégrale pour f de 1 à n plus 1. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai log de n plus 1, puisque sur la ligne du dessus, pour l'intégrale de 1 à n, j'obtenais log de n. Or, le membre de gauche, log de n plus 1, tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc par théorème de minoration, la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k tend vers plus l'infini. Voici encore une démonstration supplémentaire de ce résultat que nous avons déjà démontré avec d'autres méthodes. Dans le deuxième cas, donc si alpha n'est pas égal à 1, nos primitives vont avoir une allure totalement différente. Il n'y aura pas de logarithme. Dans ce cas, l'intégrale de 1 à n de f a pour primitive moins 1 sur alpha moins 1 fois 1 sur t puissance alpha moins 1 à évaluer entre 1 et n. Donc nous voyons ici qu'il faut bien avoir alpha différent de 1 pour pouvoir diviser par alpha moins 1. Donc cette intégrale est égale à 1 sur alpha moins 1, facteur de 1, moins 1 sur n puissance alpha moins 1. Donc je reprends l'encadrement précédent, la borne de gauche c'était l'intégrale de f entre 1 et n plus 1, donc je reprends ce que je viens de démontrer ici mais en décalant d'un indice. Donc nous obtenons 1 sur alpha moins 1, facteur de 1 moins 1 sur n plus 1, puissance alpha moins 1, plus petit que la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k puissance alpha, qui elle-même donc est plus petite que 1 sur alpha moins 1 fois 1 moins 1 sur n puissance alpha moins 1 plus 1. Et donc là encore, nous allons devoir distinguer deux cas. Donc premier sous-cas, si alpha est strictement plus petit que 1. À ce moment-là, alpha moins 1 est strictement négatif. Donc la suite des 1 sur n plus 1
puissance alpha moins 1 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc la borne de gauche dans l'inégalité, enfin dans l'encadrement qui se trouve ici, cette borne de gauche tend aussi vers plus l'infini. Alors attention au signe, nous avons moins 1 sur n plus 1 puissance alpha moins 1, donc la partie entre parenthèses tend vers moins l'infini à cause du moins qui se trouve ici, mais cette quantité est multipliée par cette quantité-là, qui elle est strictement négative. Donc l'un dans l'autre, nous retrouvons bien ici un terme qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc encore par théorème de minoration, la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k puissance alpha tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Le deuxième cas, c'est lorsque alpha est strictement plus grand que 1. Alors maintenant, alpha moins 1 est strictement positif, donc nous allons utiliser l'inégalité de droite dans l'encadrement qui se trouve ici, et la série des 1 sur n puissance alpha moins 1, elle tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc, le membre de droite de l'inégalité ici, 1 sur alpha moins 1 fois 1 moins n sur alpha moins 1, puissance alpha moins 1, plus 1, cette suite est croissante, elle converge, et donc elle est majorée. Et donc, par majoration par une constante de la somme des 1 sur k puissance alpha qui est croissante, nous en concluons que notre suite, somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k puissance alpha, quand n parcourt n étoiles, est majorée et croissante. Et donc elle converge. Et nous avons bien redémontré le théorème des séries de Riemann. Donc je vais m'en tenir là pour cette vidéo, nous reverrons d'autres exemples d'application de ce principe en cours. En particulier, il arrivera, plutôt dans le chapitre sur les séries, mais il arrive que l'on croise des exercices où l'on utilise cette comparaison série intégrale pour une fonction f qui est croissante au lieu d'être décroissante. Donc vous pourrez reprendre dans ce cas-là tous les calculs que nous avons fait précédemment, mais comme f est croissante, les inégalités vont changer de sens, mais c'est à peu près tout ce qui change. Donc les inégalités que nous avons démontrées, les encadrements que nous avons démontrés ne sont pas à connaître par cœur, ils sont de toute façon un peu compliqués à apprendre. À chaque fois que vous allez appliquer cette méthode, vous allez refaire la démonstration. C'est-à-dire que vous allez revenir au début de cette vidéo, et les 2 pages qui sont là, vous allez les redétailler. Il est inutile d'apprendre tout cela par cœur, et vous voyez que le principe est simple, les encadrements sont simples à retrouver, il faut connaître le principe de la démonstration et pas les expressions à proprement parler.